Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Cette semaine, on prend un peu de recul avec un sujet un petit peu plus théorique. On va parler ensemble des secondes options en NBA. Un rôle bien souvent ingrat mais clé qui est très très peu défini. Pour m'accompagner, ce ne sont pas des secondes options, mais des premières options que j'ai avec moi des MVP. D'abord Amine, comment ça va Amine? Oula, première option, tu y vas fort, hein. Moi, je suis un role player, je suis même pas une deuxième option, hein. Je l'assume totalement. Une équipe de All-Star, comment ça va Tom? Ça va et toi? Écoute, hein, plus en santé que les joueurs de Memphis, mais bon, écoute, c'est comme Oui, ça. alors il faut donner, n'hésitez pas à envoyer des petits tweets, faites plaisir à Tom, donnez-lui beaucoup de courage, parce que c'est compliqué. Cette année, c'est compliqué. Chaque nouveau match apporte son lot de blessés pour les Grizzlies, donc il a besoin de votre soutien. Et effectivement, Tom, je pense que tu regarderas peut-être plus de matchs d'autres équipes que ceux de Memphis, peut-être, et on t'en voudra pas. On t'en voudra pas si tu lâches un peu en fin de saison. Du coup, nous aujourd'hui, on va parler dans ce podcast très très riche des secondes options, mais aussi des premières, des billets que peuvent avoir certains fans, des différents profils que nous offre la NBA. Ce sera donc un podcast très très riche. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur YouTube, mais aussi sur Twitter. C'est la tradition. On marque une petite pause et place à ce podcast sur les secondes options. Comme on le fait souvent dans ces podcasts un peu théoriques, il est nécessaire de définir les termes du sujet. C'est très scolaire, mais c'est nécessaire. Et en l'occurrence, pour parler des deuxièmes options, il est un petit peu nécessaire de définir c'est quoi déjà une première option. On est d'accord là-dessus, Amine et Tom. Donc, avant de te donner la parole, Amine, je vais juste poser quelques bases importantes pour tout le monde. Notre idée, là, c'est de parler de la manière dont la notion est utilisée la plupart du temps. On est donc d'accord qu'on va rester sur l'attaque. La plupart du temps, c'est utilisé en attaque, donc on a décidé de ne pas changer trop les termes et de pas adapter une définition personnelle de Dunk Hebdo au concept. Donc on essaye d'adapter et de plutôt définir le concept qu'on observe. Et du coup, en faisant ça, on va plutôt partir du concept que l'on voit plutôt que de le redéfinir. J'ai posé les bases, c'est l'attaque et on essaye d'observer le concept, pas d'en créer un autre. Amine, c'est quoi une première option? Alors, c'est la définition, elle est pas simple à arrêter. Ce qui paraît tout de suite, ce qui saute aux yeux tout de suite, on va penser tout de suite à l'usage, parce que forcément, c'est le joueur qui va avoir le plus de responsabilités au point, en tout cas, dans une équipe, a le plus de responsabilités de tir. Du coup, c'est ce qui vient tout de suite en tête. Mais on peut se dire quand même que le temps, comme on en a un petit peu parlé, le temps de possession, le nombre de ballons touchés, tout ça, ça peut rentrer en considération. Donc une première option, généralement, c'est le joueur qui prend le plus les responsabilités de l'équipe offensivement, comme tu l'as dit, parce que il y aura peut-être des nuances à apporter au niveau de l'importance qu'il y a dans le roster, parfois avec l'importance offensive dans le roster. Tom, est-ce que tu es d'accord avec cette définition qui est pas facile, hein. On vous avoue que a priori, c'est un terme qui est tout le temps utilisé dans le débat NBA, donc c'est assez simple de se dire ah c'est ça une première option, mais une fois qu'il faut poser des mots, c'est assez compliqué. Plutôt d'accord avec les termes employés par Amine. Moi, je dirais juste deux choses. La première, on peut revenir sur ce qu'il disait, que c'est le joueur sur lequel tu vas baser ton système offensif. Et aussi important, c'est le joueur que l'équipe adverse a-t-elle à stopper, quitte à mourir avec ce que les autres font. Moi, je suis plutôt dans l'idée, plutôt proche de vous, c'est peut-être les mots qui sont un peu différents. Pour moi, c'est plutôt, alors encore une fois, troisième point, on limite le statut de première option à des choses terrain, hein, c'est pas des notions il y a pas de notion de hors terrain, de franchise player et tout. Dans notre vision à nous, faut poser ça peut-être dès le début. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le joueur qui est destiné au sein d'une équipe à prendre le plus de décisions balle en main en fin de possession. C'est-à-dire, en gros, cette décision peut être de tirer, cette décision peut être de passer, mais c'est le joueur qui est plus souvent mis dans ses dispositions à prendre les décisions, en fait. Et là, les gars, on peut tout de suite ouvrir un point qui est très important. Et justement, j'utilise important. Entre l'option et l'importance, il y a une petite différence. Amine, je te lance là-dessus et Tom, tu pourras continuer. C'est le joueur le plus important n'est pas forcément la première option d'une équipe. Ouais, notamment quand l'importance est défensive. Je pense comme ça, il y a un exemple qui peut être frappant
qui n'est pas récent pour une première option, mais on peut dire qu'il y avait une discussion dans l'importance au Jazz à l'époque Mitchell Gobert. On pouvait imaginer Rudy Gobert comme le joueur le plus important du Jazz. Néanmoins, il n'a jamais été la première option du Jazz, vu que clairement, offensivement, c'était même pas la deuxième option. C'est un joueur qui n'est pas dans les options importantes offensivement. Donc, c'est là où l'importance et la définition d'option est totalement différente. C'est que l'option offensive doit être... en fait, c'est le joueur le plus important offensivement. Peut-être que c'est ça la meilleure définition, tout simplement. Et que des fois, le joueur le plus important ne l'est pas forcément offensivement. Moi, simplement pour rebondir, je pense que, la différence entre la notion d'option et d'importance du joueur, comme tu dis, si on prend un exemple, moi qui me parle aussi et qui va peut-être vous parler, c'est par exemple les Lob City Clippers, où on va dire que la première option, si tu prends par exemple le volume de tirs pris, des choses comme ça va être Blake Griffin, alors que les équipes voulaient stopper Chris Paul et c'était Chris Paul le joueur le plus important, quoi. Puis dans la notion d'importance, mais c'est quelque chose dont on va parler un peu plus tard, il y a aussi la capacité à remplacer ce qui est produit si jamais c'est plus là. Et c'est pas tellement là dans la notion d'option, c'est-à-dire que sous certains aspects, c'est un joueur sur lequel on va beaucoup s'arrêter parce que c'est un cas extrêmement intéressant, Darius Garland. Je pense que tu peux défendre le fait que Garland est le joueur le plus important des Cavs, pas parce que c'est le meilleur, mais parce que ce qu'il produit est le plus difficile à remplacer offensivement. Bam est peut-être... je dirais pas le joueur le plus important du 8, mais le plus dur à remplacer de par ce qu'il offre. Et du coup, il y a cette notion-là où c'est capacité à remplacer quelque chose qu'il faut pas non plus, on va pas s'amuser à faire que des définitions, ici, il faut pas non plus se tromper avec le niveau du joueur brut. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont peut-être moins forts, mais qui font des choses plus simples plus difficiles à remplacer, tout simplement. Excellent. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur cette phase de définition, pour commencer? On peut avancer. Non. Alors, Amine, tu as commencé un petit peu à en parler avec Tom. Enfin, Tom m'a beaucoup aidé là-dessus. On a un petit peu épluché les stats. On s'est dit, est-ce qu'il y a une stat qui pouvait aider pour tout simplement nous dire qui était la première option de chaque équipe? Alors, je vais vous donner le début de ma méthodologie et Tom complétera. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est je me suis dit, bon, la définition est tellement difficile, je vais partir à rebours. Je vais d'abord mettre dans un tableur, selon moi, qui est la première option de chaque équipe, avec dans certaines équipes plusieurs options, justement, et ensuite regarder, prendre quelques stats et voir s'il y en a qui se recoupent. On avait pris l'usage percentage, le temps de possession et les touches. Tom, est-ce que tu peux expliquer pourquoi et expliquer quelles stats tu as rajouté aussi, pourquoi ces stats pourraient avoir du sens et pourquoi elles pourraient avoir certaines limites à chaque fois par rapport à ça? Alors, par rapport à l'usage percentage, c'est un peu, voilà, c'est comme tu disais, c'est le pourcentage de fois où le joueur va finir une action quand il est sur le terrain. Donc, ça montre un peu le rôle l'importance de la prise de décision du joueur, comme tu l'as défini au tout début. Donc, l'usage, ça a été l'un des premiers critères. Il y a le temps de possession qui est important pour avoir, puisque un joueur qui, s'il a un gros usage et qu'il a aussi beaucoup la balle en main par rapport à son équipe, non seulement il finit les possessions, mais aussi il garde la balle longtemps, ce qui lui permet de prendre aussi un maximum de décisions. La notion de touche aussi qui est importante parce que il y a le temps de possession, mais il y a aussi le nombre de fois que tu touches la balle qui peut montrer à quel point tu es omnipotent ou tu peux être omnipotent dans la façon de jouer de l'équipe et à quel point les joueurs qui sont dans l'équipe peuvent te rechercher. Et parmi les stats du coup qu'on a rajouté, on a rajouté du coup la 6 points created, c'est en gros les points qui sont générés par les passes décisives faites par ce joueur-là et le pourcentage de paniers non assistés, notamment pour la difficulté des tirs à prendre. Et comme tu disais encore au tout début, les décisions de fin de possession, ce sont souvent des tirs non assistés. Et plus tu en as, plus tu as une charge qui est élevée et plus on peut dire que tu as une importance colossale dans le rôle offensif de l'équipe. On peut dire, pour ceux que ça intéresse, quand on met toutes ces stats bout à bout, il y a que très peu de joueurs qui se classent premiers chez toutes les équipes. Du coup, on a Trae Young qui est premier dans toutes les stats du côté des Hawks, Luka Doncic qui est premier dans toutes les stats du côté des Mavs, Cade Cunningham qui est premier dans toutes les stats du côté des Pistons. On a ensuite Ja Morant, alors l'échantillon est faible, mais qui est premier dans toutes les stats du côté des Grizzlies. On a Jalen Brunson, Shai Gilgeous-Alexander, et c'est tout.
Et on a aussi Devin Booker. Donc c'est très peu, et vous remarquez que on bascule très souvent à l'arrière parce que, eh bien, par exemple, sur les questions de temps de possession, les joueurs comme Giannis, les joueurs comme Joel Embiid, les joueurs comme Nikola Jokic sont un petit peu desservis par leur profil plus intérieur parce qu'en fait, en termes de temps pur, ils sont derrière le porteur de balle prioritaire, même si c'est pas souvent l'initiateur. Voilà, il y a cette petite notion qu'il faut mettre en avant. Amine, est-ce que tu t'es servi des stats dans cet épisode pour un peu tout définir ou est-ce qu'elles sont venues en deuxième point, un petit peu plus tard? Deuxième point, je sais pas. En tout cas, il y a eu un premier réflexe qui est ce que vous avez dit tout simplement, ce que tu as dit quand tu as commencé à bosser justement Ben, c'est que on a une idée précise de qui est la première option sans aucune stat en fait. Il y a quelque chose qui d'un point instinctif te donne un peu ta première option. Il y a quelques cas où c'est un peu moins clair. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et là où les stats deviennent vraiment très intéressantes parce que ça permet de départager un petit peu plus. Par exemple, tu as parlé de Brunson qui est premier dans toutes les stats à New York, même si c'est pas de beaucoup à l'usage. Néanmoins, ça donne un indicateur que je m'étais pas forcément fait encore sur l'instinct. Et je pensais encore que Randle était justement une première option de peu devant Brunson. Et du coup, c'est plutôt l'inverse. Et du coup, oui, les stats sont arrivés un petit peu après. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on a un nombre de stats qui englobe un petit peu tout ce que tu attends justement d'un joueur qui doit prendre des responsabilités offensives. Après, il y a quand même une chose que tu as dit, tu as cité les joueurs qui étaient premiers dans toutes les stats. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle que ton joueur soit premier dans toutes ses stats? C'est pas forcément le cas, dans le sens où ça veut dire qu'il est pas si bien accompagné que ça, quoi. C'est vrai que chaque stat, comme l'a très bien expliqué Tom, a ses points positifs, ses points négatifs. Peut-être, les gars, c'est pas dans la trame, mais on peut expliquer aussi le fait que, oui, instinctivement, on est capable de nommer des premières options dans certaines équipes. Je ne sais pas, allez, prenons l'exemple l'ordre alphabétique. Trae Young est la première option des Hawks, mais il s'avère, Tom, et je te lancerai aussi peut-être Amine là-dessus, qu'il y a des cas de figure où même les stats ne nous aident pas. C'est-à-dire que, par exemple, d'instinct, moi, quand j'ai fait mon tableau, j'avais envie de dire que Victor Wembanyama était la première option des Spurs. Mais l'outil statistique ne valide pas vraiment ça, en fait, ou difficilement. Donc, ou par exemple, se pose la question de la première option du Jazz, où c'est quand même extrêmement compliqué, on en avait parlé, comme de déterminer qui est vraiment la première option du Jazz, même si d'instinct, on a envie de répondre Mark Cannon. Ouais, ce qui est important là-dedans, c'est, je pense, pour les joueurs comme ça, tu vois, encore une fois, tu vois, le Jazz, Mark Cannon, on a parlé de Victor Wembanyama, on va peut-être aussi parler de Şengün. Ce sont des joueurs talent dépendants. Donc, il y a des statistiques, par exemple, sur tout ce qui est temps de possession, potentiellement touche. Alors, ce sont des joueurs qui vont être amenés à finir beaucoup d'actions, mais qui seront pas forcément à la création, comme on l'entend, où les stats mettent beaucoup plus en valeur les joueurs qui créent beaucoup. Tu as parlé de, par exemple, de Doncic, de Cunningham, de Trae Young, voire de Ja Morant. Haliburton n'y est pas parce que justement il y a comment il s'appelle, il y a TJ McConnell du coup qui est le joueur qui a le moins de paniers assistés, mais même si on peut se rendre compte parce qu'il a un rôle assez similaire, mais lui joue avec les bancs, donc c'est autre chose. Mais on voit très bien qu'il y a on va dire qu'il y a la stat est biaisée, enfin du moins elle est beaucoup impactée par la notion de guard play. Ici, tu as beaucoup la balle en main plutôt que si tu termines simplement les actions avec la notion d'usage, quoi. Vas-y, Amine. Oui, parfois c'est même pas qu'une question de création parce que on a parlé de Şengün, mais c'est pas le problème de la création, plus du temps de possession dans ces cas-là et pareil, je pense pour un Nikola Jokic qui est un des meilleurs créateurs de la ligue, mais qui a pas tant que ça le ballon longtemps dans les mains et du coup ça impacte alors que finalement est-ce que c'est pas en fait les stats sont comme l'a dit Tom, les stats sont un peu imparfaites dans le sens où c'est pas si important que ça pour un Jokic de ne pas avoir tant le ballon que ça entre les mains, donc on devrait peut-être pas le prendre en compte pour lui, tu vois. C'est là où le cas de Jokic est très intéressant, ou des cas comme Giannis, c'est que en temps de possession ils sont bas, mais en touche ils sont très très hauts. En fait, c'est là en fait ils ont la possession peu de temps, mais ils le touchent énormément. Dernière chose, moi ce qui m'a marqué aussi les gars, c'est que en feuilletant les stats
pour les grosses cylindrées, il n'y a pas trop de débat en fait à chaque fois. Il y a quelqu'un qui se détache à chaque fois en termes de première option, même dans les cas où parfois, et on va en parler, semble y avoir un débat. Peut-être là, je ne sais pas si on peut les classer dans les grosses cylindrées, mais la seule équipe où il y a un débat, il y en a deux. En clair, il y en a deux. Il y a les Knicks et on peut les classer en tant que grosses cylindrées, les Clippers où c'est un cas assez particulier. On y reviendra où le fait que les deux meilleurs joueurs soient sur les mêmes postes quasiment, c'est une problématique qui existe. Enchaînons les gars peut-être sur toujours dans cette partie première option avant de basculer sur la seconde, sur la différence entre la première option draftée et celle qui arrive via trade. Ça, je sais que c'est un truc sur lequel tu voulais insister. Tom, alors je te laisse nous expliquer. Oui, alors juste avant, je voulais juste rebondir sur quelque chose par rapport aux Knicks. C'est par rapport à la notion de Brunson et de Randle. Même si on s'aperçoit que, par exemple, Brunson a un usage légèrement plus élevé, mais en fait, quand il est sur le terrain, quand il n'est pas sur le terrain, par exemple, tu as le usage de Randle qui augmente de 6 points. Et c'est là, je pense que c'est là où la différence se fait, c'est-à-dire que quand les deux sont sur le terrain, il y a une prise de responsabilité, mais les minutes où il n'y a pas l'un des deux, l'autre prend énormément de charge. Et plus tu joues du coup avec le banc, puisque comment ça s'appelle, Brunson en début de saison, il avait Quickley qui le remplaçait. Donc du coup, il y avait plus de minutes avec Quickley et Randle. Donc c'était on va dire que il jouait beaucoup plus avec le 5 en fait, Brunson. Donc il pouvait moins souvent jouer. Enfin, si tu veux, il jouait moins souvent avec Randle, et Randle qui jouait plus souvent sans lui, du moins qui avait plus de minutes sans lui, pouvait augmenter son usage comme ça. Donc du coup, simplement pour revenir sur ce que tu disais, Ben, c'est vrai que c'est une notion qui pour moi est très importante notamment sur le point de vue des fans, la façon dont tu vas considérer la première ou la deuxième option, si elle est arrivée ou pas chez toi par trade. Quand tu as un peu ton joyau qui est arrivé à la draft, c'est un peu le rêve où tu te dis, on a drafté le joueur qui va être le numéro 1 de la franchise. Et si parfois tu t'aperçois qu'il n'a pas forcément les capacités, ben tu vas peut-être toujours t'accrocher, ou sinon tu vas essayer, même en trade, soit de rechercher un joueur qui est un peu moins bon que lui, qui peut le compléter, plutôt que chercher un joueur meilleur qui après pourrait redistribuer les cartes de tout ton effectif. Et tu vois, tu parlais de Darius Garland tout à l'heure. On peut avoir ce cas de figure avec, par exemple, l'arrivée de Donovan Mitchell, qui depuis qu'il est aux Cavs, pour moi, est le meilleur joueur des Cavs. Mais il y a beaucoup de réticence, même du côté des fans des Cavs, et on peut le comprendre, hein, où c'est encore Garland le joyau du moins à l'arrière. Et s'ils doivent se séparer de quelqu'un, ce sera plus de Donovan Mitchell que de Darius Garland. Encore une fois, tu l'as dit, il a un skill set qui est très particulier. Et aussi, c'est pas forcément le joueur considéré comme le plus important de la franchise au global, puisque tu as le cas Evan Mobley. Je te relance, Amine, il y a effectivement cette vision un peu vertueuse de drafter la première option qui peut s'expliquer d'un point de vue CBA. J'ai les deux experts CBA avec moi. Effectivement que c'est plus avantageux tu es expert CBA, Amine, j'ai décidé de te nommer comme ça. Du coup, j'ai vu ta tête un petit peu. Non, je te nomme comme ça. Du coup, mais il y a l'avantage contractuellement d'avoir la star que tu as draftée, etc. Il y a des avantages, mais effectivement, c'est un truc qu'on peut pas combattre. Il y a toujours cette idée selon laquelle c'est mieux d'avoir drafté sa première option. Ouais, on a parlé, Tom a parlé de l'exemple de Garland, et tu as l'exemple un peu inverse. Après, c'est pas forcément très clair, mais quand Phoenix fait venir Kevin Durant, c'est difficile de pas, du côté de Phoenix, c'est difficile de pas considérer que Devin Booker reste la première option. Parce que lui, ça fait vraiment longtemps, c'est le joueur drafté, mais ça fait vraiment longtemps, ses progrès ont été énormes. Il a franchi un cap au point où il est dans la case des très gros joueurs NBA, des joueurs les plus importants de la ligue. Du coup, tu fais venir Kevin Durant, qui est quand même un futur Hall of Famer, un joueur extraordinaire, mais tu as quand même tendance à aller vers ton joueur drafté, à ne pas enlever cette forme de responsabilité. C'est l'équipe de Devin Booker, comme on a pu le voir par le passé. On va reparler de Kevin Durant, mais c'était difficile de choisir à Golden State quand il est arrivé entre Stephen Curry et Kevin Durant, à une époque où Kevin Durant en plus était plus jeune et encore plus fort. Il y a toujours cette discussion et il y a toujours ce choix des fans qui se portent plus vers le joueur drafté, effectivement, mais même généralement de la franchise. Et de toute manière, on a l'impression que même si le joueur est meilleur,
du côté de Cleveland est justement un bon exemple parce qu'on se dit, on a plus tendance à se dire que Mitchell est un joueur de passage que Garland est un joueur de passage. On a toujours cette impression en nous et effectivement, il y a une différence entre une première option draftée et non draftée. Ce sentiment de pièce rapportée, alors qu'en réalité, tu as aucune assurance que le joueur que tu es drafté reste lui aussi, en fait. Mais tu veux te convaincre qu'effectivement, il y a plus de chances. Mais c'est assez intéressant. On a passé nos 20 petites minutes sur la première option, justement. Définissons la deuxième, les gars. Et là, la définition, je trouve encore plus difficile. Est-ce que c'est tout simplement moi j'ai mis un petit peu référence historique, je sais pas, le deuxième dans l'ordre de succession. comment vous avez défini ça, la deuxième option? Allez Tom, je vais commencer par toi. Moi, je dirais que c'est le deuxième joueur le plus important pour le système offensif et c'est le joueur qui va te permettre de pouvoir garder un certain niveau plancher quand ta première option ne sera pas là. C'est le joueur sur qui repose la création de l'attaque quand le premier joueur n'est pas là. Et je pense que c'est ça qui est très important. Il y a la première option quand elle est avec la deuxième, mais qu'est-ce qu'elle fait quand la première n'est pas là? Ouais, j'ai une définition proche, mais en fait qui se rajoute, qui se complète ma première. C'est-à-dire que si la première option n'est pas là, c'est le joueur qui est amené à prendre les décisions en fin de possession, que ça soit tir, passe ou malheureusement subir les pertes de balles aussi parfois. Et quand la première option est sur le terrain, son rôle principal, c'est de le suppléer sans le supplanter, mais tout en le complétant. Donc, voilà. Amine, qu'est-ce que tu as? Là, on marche sur des œufs parce que c'est très compliqué. J'ai très peu de choses à ajouter. Vous avez tout dit. Je suis totalement d'accord avec votre définition. Je voulais juste dire que c'est là où la nuance qu'on a apportée tout à l'heure sur l'importance est encore plus forte, justement. C'est là où on a le plus d'exemples de deuxième joueur le plus important, mais qui n'est pas forcément le deuxième joueur plus important offensivement. On a parlé de Bam Adebayo tout à l'heure. Clairement, Bam, c'est le deuxième joueur le plus important du Heat. C'est pas le deuxième joueur le plus important offensivement, je pense, du Miami. Ah, bon, on va pas rentrer sur des débats, mais moi, ça se discute, mais ouais, ça se discute, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Oui. Parce que là, autant on a dit que dans certains cas, pour certaines équipes, la première option était pas évidente. La deuxième, dans beaucoup d'équipes, est pas évidente. Il y a des cas où ça l'est, mais il y a des cas où c'est vraiment très, très difficile de dire laquelle est évidente. Je vais rester avec toi, Amine, parce que tu voulais parler des cas particuliers. C'est-à-dire les cas où il y a un AA, un AB, un A, un B, on va y arriver, il est tôt, mais non, il est plus trop tôt à ce temps-là maintenant, on a beaucoup parlé avant le début de ce podcast, et où parfois la hiérarchie du coup est compliquée, mais qu'il n'y a peut-être aucun véritable 1 parmi les deux. Ouais, le premier exemple qui me vient, qui m'est venu, en tout cas quand je me suis posé cette question, c'était justement celui des Knicks, avec toujours cette question entre Brunson et Randle. En fait, ça se départage souvent dans ces cas-là. On a tendance à vouloir le départager par justement celui qui est le plus à la base de la création, celui qui est le plus au centre justement de la création collective. Et c'est pour ça que Brunson ressort assez facilement. Néanmoins, si on part sur des définitions plus basiques et justement on parle d'usage et compagnie, c'est là où ça complique beaucoup plus la chose. Il y a des cas particuliers, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, des Big Three, et on pense aux Clippers qui est un cas particulier très particulier parce que en termes d'usage, les trois sont pas si loin les uns que les autres. Tu as un James Harden qui a beaucoup de responsabilités pour la création justement, mais tu as je crois même que si je me trompe pas que c'est Paul George qui est premier à l'usage devant Kawhi. Je me suis peut-être trompé, mais il me semble que c'est ça. Non, c'est ça. Et pourtant, instinctivement, on pense tous que c'est Kawhi la première option quand même, parce que c'est le meilleur joueur offensivement de l'équipe. Il y a aussi cette notion justement de deux des trois joueurs qui sont sur les mêmes postes dont tu as parlé tout à l'heure, Ben, avec Kawhi et Paul George. C'est là où c'est vraiment très difficile, et c'est là où la définition de la première option, elle était si importante à faire avant cette deuxième option, parce que si on veut garder un peu cet esprit, il faut avoir une définition plus claire pour pouvoir choisir en fait la deuxième option, et dans certains cas justement c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a des cas où ça paraissait pas évident au début, tu vois, si on prend par exemple tes premières options presque évidentes, c'est pas évident. Par exemple, si on prend le cas de Paolo Banchero, le seul endroit où du moins il est derrière quelqu'un, ça va être pour les paniers entre guillemets le pourcentage de paniers assistés.
enfin le pourcentage de paniers non assistés, où il y a que Markel Fultz du coup qui le devance. Mais globalement, il n'y a pas vraiment de débat entre qui est la première option, par exemple entre Banchero et du coup Franz Wagner. Franz Wagner qui serait la seconde option. Là où tu pouvais penser au départ qu'il y avait vraiment un débat entre les deux, puisque les deux ne sont pas jugés vraiment de la même façon. C'est vrai que pour expliquer un peu notre fameux Google Sheet aux auditeurs, j'avais fait, moi, instinctivement, quand j'avais rempli les premières options, j'avais fait 3 catégories. Les premières options évidentes, c'est celles dès que j'ai vu l'équipe, instinctivement, j'ai eu le nom du joueur. Les presque évidentes, où pour moi, on pourrait me défendre peut-être qu'un autre joueur est la première option et il y a un duel là où pour moi il y a pas de première option établie et on remarque qu'effectivement quand on analyse les stats et quand on réfléchit assez dans cette catégorie là Paolo Banchero est sans conteste en fait la première option du Magic en plus en ayant vu 2-3 matchs du Magic récemment c'est lui en fait. Là où peut-être parfois dans le discours il y a un débat, où il y a peut-être plus un débat sur qui devrait être la première option parfois, et ben là en l'occurrence il n'y a pas de débat. Même chose pour Anthony Simons du côté des Blazers où en fait c'est lui. C'est-à-dire que c'est pas Scoot. C'est pas Scoot, genre toutes les statistiques, mais d'une manière beaucoup plus écrasante que ce que j'aurais pu penser, le montre comme première option des Blazers. Mais pour revenir à tes cas particuliers, Amine, pour moi c'est des cas qui sont très intéressants parce que en faisant la liste des équipes qu'on a mis en avant, moi j'ai tendance à me dire que très souvent, les équipes qui ont ces situations première option A, première option A, première option B, sont des équipes où il y a d'un côté un fit au niveau des compétences, du skill set des joueurs, mais de l'autre, alors les Clippers sortent un peu de ça, il n'y a pas de joueurs peut-être top 8, top 7 DH20. C'est-à-dire que d'un côté, quand il y a ce débat autour 1A, B, t'as le joueur il se complète sans qu'il y ait un joueur ultra dominant. C'est peut-être ce qu'on peut dire de l'époque Jazz, peut-être au tout début de Donovan Mitchell, et encore, je sais pas si ça rentre vraiment là-dedans, où en fait, il se complète tellement bien que tu n'arrives pas à vraiment déterminer qui est le meilleur parce qu'ils sont pas assez forts dans la hiérarchie NBA, tout simplement. Et puis, on va rester encore sur les Clippers parce que je trouve que c'est très intéressant. Il y a aussi le fait que si ta première option n'est pas forcément ton créateur principal, c'est quelque chose qui va revenir. À partir du moment où ta première option n'est pas forcément ton créateur principal, c'est là que ça crée beaucoup de problèmes à choisir justement qui est premier, qui est deuxième et parfois même qui est troisième du coup. Je pense au Jazz encore aussi à ce niveau-là, vu que Lauri Markkanen semble être la première option. Voilà, semble être la première option, mais c'est un joueur qui joue beaucoup en panier assisté justement, et du coup, c'est difficile à définir. Mais justement, c'est la question, est-ce que ton option numéro 1 doit être un créateur et doit être encore plus ton créateur principal? En tout cas, on voit bien que dans les faits, ce n'est pas systématiquement le cas. Puis l'autre équipe où on pourrait peut-être avoir le débat, c'est les Pelicans. Les Pelicans avec Zion et Ingram qui sont très proches. Et du coup, tu as ouvert sur quelque chose d'assez intéressant, c'est est-ce que les joueurs se complètent ou pas? Et là, on a des cas où tu as l'impression que les Pelicans sont bons, peuvent être très bons quand ils ont une équipe autour du skill set d'Ingram, très bons quand ils ont une équipe autour du skill set de Zion, mais ils sont juste un peu meilleurs quand ils ont les deux. Voilà, ils sont juste un peu meilleurs quand ils ont les deux. Voilà. Il y a du coup une histoire, les gars, et je vois que, chers auditeurs, auditrices, ils ont très bien appris la trame parce qu'ils me donnent des petites billes comme ça pour avancer. Il y a la question des porteurs de balles, du coup, les gars, parce que on a dit que la première option n'était pas forcément tout le temps un porteur de balles, mais je vais reprendre la question qu'on a mise dans la trame et je vais la tourner à la négative peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose? J'ai une partie de ma réponse. Quand ni ta première ni ta seconde option sont des porteurs de balles. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui commence à se poser parce que tu deviens beaucoup trop dépendant de joueurs qui ont peut-être pas le talent? Du coup, Tom, qu'est-ce que t'en dis? C'est ça, puisque au final, tes deux premières options sont celles qui doivent créer les différences. Mais si ces options-là qui doivent créer les différences le ballon est dans les mains d'un troisième joueur qui doit arriver à les mettre en avant,
ça pose des problèmes. C'est un peu, tu vois, la problématique qu'il y avait à Phoenix, où il y a une partie de la fanbase de Phoenix qui voulait un transfert pour un meneur de jeu classique, tu vois, un TJ McConnell, Tyus Jones, où moi, personnellement, je dis, bah, ok, je vois dans l'idée, mais tu veux pas que ce mec-là prenne les décisions alors que t'as Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal. Ils vont pas se retrouver sans la balle parce que t'as un floor général, quoi. Donc c'est toujours une fine limite. Mais c'est vrai que on peut avoir des systèmes qui fonctionnent bien avec si on prend par exemple historiquement Dirk, c'est un joueur qui voilà quoi, c'était la clairement première option établie. Il y avait une deuxième option derrière lui avec le temps, mais c'était forcément c'était un porteur de balle. Mhm. Donc il faut absolument que ton porteur de balle soit dans les deux premières options. Encore une fois, il y a les Clippers où c'est particulier. C'est un cas particulier puisque leurs deux meilleurs joueurs sont à un poste, mais aussi ça montre aussi des limites sur les combos entre les différentes les combos d'options en fait que tu peux avoir. Où est-ce qu'ils sont positionnés sur le terrain? Est-ce qu'ils sont à la même position? Tu vois, si tu as des combos guard, si tu as des combos big ou si tu as des combos wing, ben tu vas forcément avoir un déficit potentiellement soit à la création si par exemple ton à l'aile t'as pas LeBron James, tu vas peut-être avoir un déficit en défense si t'as un duo guard et tu vas avoir un déficit au guard play et avec si tu par exemple tu as deux talents dépendants qui sont dans un duo big quoi. Eh ben, enchaînons peut-être sur ça, parce que c'est une de nos grosses questions, un gros point sur les difficultés de certains duos. Juste une petite parenthèse, je pense que Dirk, on l'aurait eu dans notre tableur, il serait apparu comme un joueur qui était très fort à l'usage, mais très bas en temps de possession, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des joueurs qui, je pense, facilitent la relation, parce que un des problèmes des joueurs qu'on a cités, par exemple du duo Zion-Ingram, c'est que des joueurs qui ont relativement le ballon assez longtemps, ou pour des joueurs qui créent peu, ils ont beaucoup de temps de possession en fait, et ça c'est un petit problème. Commençons. C'est peut-être le moment où on va passer le plus de temps dans ce podcast où il y a beaucoup de choses à dire sur les difficultés de certains duos. Je sais pas, Amine, je te laisse commencer. Est-ce que tu veux parler en général ou est-ce que tu veux te concentrer sur les duos arrière-arrière, ailier-ailier, intérieur-intérieur? Qu'est-ce qui pose problème, etc. dans chaque cas? Je te laisse partir où tu veux. Je pense que Tom a déjà dit beaucoup de trucs là-dessus, mine de rien. Les problèmes, ils sont quand tu associes, c'est-à-dire que de prime abord, quand tu penses à l'association que tu as envie d'avoir aujourd'hui dans la NBA moderne, forcément, on pense à ailier. Ailier dans le sens, en tout cas, taille et ce que tu défends, c'est ce qui vient le plus vite à l'esprit, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de joueurs qui jouent au poste de guard, mais qui ont des corps d'ailier. Je pense à Cade, je pense à Luka, je pense à énormément de joueurs modernes qui sont des créateurs et qui ont la taille et la forme d'un ailier. Et ouais, voilà. Et il y en a de plus en plus de toute manière. Et c'est là où on a le plus tendance à se dire ça peut fonctionner à partir du moment, comme l'a dit Tom, jusqu'à maintenant, c'est plutôt si tu veux deux ailiers, c'est bien d'avoir LeBron dans tes deux parce que là, tu es assuré d'avoir ta création au maximum. Mais guard, on l'a vu beaucoup finalement, on le voit encore beaucoup, c'est quelque chose qui revient assez souvent et on voit toujours les mêmes problèmes finalement. Déjà quand c'est des duos de guard avec les défauts qu'on peut connaître justement avec des petites tailles et difficiles à mettre en défense, que ce soit sur le point d'attaque ou même parfois sur une organisation défensive simple. C'est le problème aux Cavs, ça a été le problème aux Sixers l'année dernière, mine de rien, malgré un James Harden qui est grande taille, on avait un problème au niveau de ce duo de guard, et du coup tu as un premier rideau qui te crée beaucoup de problèmes en défense. Et puis il y a aussi le partage des ballons qui parfois peut poser problème dans ce duo guard-guard. Il faut que ce soit optimisé. Et le jeu off-ball. Le jeu off-ball, on se rappelle d'associations qu'on a revues récemment, Harden-Westbrook, pour le moins compliqué parce que en termes de jeu off-ball, c'était plus compliqué. Donc ça, c'est des associations qui sont difficiles. Et puis Big aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment depuis longtemps, je pense, beaucoup moins d'associations big, en tout cas de joueurs dominants en attaque. C'est vraiment quelque chose qui est révolu aujourd'hui, alors que ça a été presque la norme à une époque que j'ai bien connue dans les années 90. Par rapport à l'association arrière-arrière,
moi je trouve que, et c'est très symptomatique quand tu l'as dit Amine, les problématiques sont plus défensives, elles sont offensives aussi, partage des tâches, jeu off ball, tu l'as très bien dit, et je pense surtout se pose le problème quand, et c'est souvent le cas des arrières de haut niveau en NBA, quand tu as deux joueurs très tournés vers le pull-up, il se pose un problème d'espace en fait de géométrie, c'est-à-dire que il y a quand même un paquet de arrières NBA qui savent pas cutter. Je suis désolé, pour moi ça se voit à chaque match. Donc Tyrese Maxey et James Harden surtout James Harden cut pas de ouf quand même. Donc c'était un petit peu compliqué. Là où c'est pour moi c'est ça qui est très intéressant, là où le big peut-être qu'on va se le garder pour après l'ailier, même si on en a déjà parlé. Il y a la notion du troisième qui devient déterminant. C'est-à-dire que plus que dans les autres duos, sachant que, sauf si un des deux s'appelle Nikola Jokic, bah, il va quand même probablement, tu vas subir un déficit tel à la création pour les autres qu'il faut que ton troisième soit bon. Et moi, j'ai l'impression que les gars dans ces duos à des mêmes postes ou similaires, la clé c'est le troisième. C'est-à-dire que les fois où ça a marché, alors à chaque fois quand un de tes exemples c'est Golden State, c'est peut-être que ta théorie elle est un petit peu fumeuse, mais ça marche Golden State parce que leur troisième c'est un intérieur qui sait diffuser pour les autres, qui a un profil qui est extrêmement rare et qui a une anomalie. Donc il y a peut-être de ça. Pour moi la clé des duos qui sont arrière ailier big, c'est leur capacité, et c'est surtout mis en pression ça quand c'est des big, d'avoir un troisième qui puisse compléter les autres dans des skill sets qui vont être très difficiles à trouver parfois. Bah, si tu vois, si tu veux, par exemple, si on prend le côté big, tu parles du troisième, alors pas du troisième joueur, mais par exemple du joueur qui est entre les deux. Si on prend par exemple les Wolves, avec, ils ont quand même, tu vois, Naz Reid qui peut dupliquer, par exemple, quand tu prends, alors c'était il y a quelques semaines, mais par exemple quand tu prends les stats sur 36 minutes, il tente plus de 3 points sur 36 minutes, pardon, que Karl Anthony Towns. Donc, il y a une certaine duplication du skill set. Après, sur les guard on n'en a pas parlé là pour l'instant, mais tu vois, le marronnier, CJ McCollum, Damian Lillard, ou le triangle des jeunes Murray. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui, alors, c'est un système qui a ses limites. T'as parlé, Ben, du coup, de la notion comment ça s'appelle? D'espace et peut-être de pull-up. Quelque chose qui est important, c'est que potentiellement ces deux gars-là, le fait d'être ensemble, c'est pas les minutes où ils sont ensemble qui comptent, c'est les minutes où il y en a qu'un des deux. C'est les minutes où il y en a qu'un des deux, et on est dans un cas où on a du coup des compétences qui sont proches, qui peuvent même être entre guillemets être gaspillées puisque quand t'en as un qui va avoir la balle en main et que l'autre est fait pour avoir la balle en main et il a peu de gravité loin du ballon, ben tu peux te dire que l'autre il sert pas à grand chose. Là où tout son intérêt, c'est quand l'autre n'est pas là pour pouvoir un peu garder un facsimile du système et du fonctionnement de l'équipe. Parce que le seul cas où les deux se complètent parfaitement, c'est si un des deux est un joueur qui joue loin du ballon et se pose la question de quand le porteur de balle des deux n'est pas là, qu'est-ce que fait l'autre? En fait, c'est là où c'est ça. Effectivement, mais ça encore, il faut que ce soit les deux, parce que si par exemple, si t'en as que des deux qui peut jouer loin du ballon, ça veut dire que quand l'autre il a la balle, l'autre il fait quoi? Quand celui qui peut jouer loin du ballon a la balle, l'autre il fait quoi? Tu vois? Atlanta Hawks. Voilà, voilà, c'est ça. C'est la définition. C'est ça. Atlanta Hawks. C'est ça il faut que pour moi, c'est quelque chose, il faut pas que ce soit qu'un seul des deux qui puisse jouer sans ballon, il faut que les deux puissent jouer sans ballon. Et d'ailleurs, ça m'étonne, il y a une équipe qu'on n'a toujours pas citée, qui a bougé récemment, mais on n'a toujours pas cité Toronto, qui sur certains points est une équipe fascinante. C'est parce qu'en fait, le fait d'avoir des ailiers qui défensivement répondent à beaucoup de problématiques modernes et qui, moi, me parlent beaucoup, mais de l'autre, avoir des ailiers qui sont dans la création pour les autres, même si Scottie Barnes était un peu mieux que prévu dans ce rayon-là, qui sont très très limités, ça met une pression dingue sur ton backcourt si ce sont deux ailiers qui en plus penchent vers l'intérieur, qui est folle. Donc vraiment la pression mise sur le troisième, on n'est qu'au début de l'expérience, mais le fait que James Harden fasse tant de bien que ça aux Clippers, c'est pas anodin en fait, parce que c'est ce qui leur manque depuis pas mal d'années, et la sauce prend bien parce que le troisième élément est déterminant, et du coup, il faut quand même que ce troisième soit très très fort aussi. Parce que, comme tu l'as dit Tom, dans le cas des Suns, tu veux peut-être pas retirer
la balle trop aux deux meilleurs si c'est pour le donner à un troisième qui est bien moins fort que les autres. Après, la problématique que je trouve qu'il y a avec Toronto, c'est que quand tu regardes les profils physiques, les joueurs se ressemblent, mais quand tu regardes les joueurs qui peuvent jouer, les joueurs ne se ressemblent pas du tout. Et en fait, tu penses que tu as de la profondeur parce que tu as des joueurs qui ont des tailles similaires et qui peuvent être remplacés, mais le skill set que tu perds quand tu perds un de ces joueurs-là, tu le remplaces pas en fait. Et c'est là où je trouve qu'il faut faire la différence vraiment entre les rôles joués et la taille des joueurs, quoi. La taille liée, enfin, qui te confère un poste. Puisque, tu vois, par exemple, si on prend, je sais pas moi, on prend l'exemple de Chris Boucher, c'est le seul, bon là il y a John T. Porter, mais c'est le seul intérieur qu'ils ont qui peut faire un peu de spacing. Si tu prends par exemple Otto Porter, bah c'est le seul qui pouvait avoir un peu de dangerosité à 3 points. Si tu prends Oji Anunoby, c'est le seul qui pouvait être solide sur le point d'attaque. Donc quand lui il est pas là, c'est parce que T-Barnes que tu vas mettre sur le point d'attaque. Tu vois, c'est des choses comme ça où, ok, les joueurs ont des tailles similaires, donc tu as l'impression qu'ils sont interchangeables, mais le skill set que tu perds quand un de ces joueurs-là part n'est pas remplacé. Est-ce que vous voulez enchaîner, les gars, sur des questions où là, c'est la partie peut-être la plus tendue du podcast, sur la question de la survalorisation de la première option, de la critique facile de la deuxième option. On a très sobrement intitulé ça à la phase Jaylen Brown. Du coup, Amine, je te lance dans la fosse au lion directement. C'est vrai que, alors là, on pourrait limite faire du cas par cas pour les 30 équipes parce qu'il y a des destins de franchise, etc. Mais la deuxième option, moi, je trouve qu'elle est, personnellement, c'est moi qui l'ai intitulée comme ça, soit elle est totalement survalorisée, soit elle a parfois tendance à être critiquée extrêmement facilement. Est-ce que tu as observé des patterns, par exemple? Oui, tu as parlé de Jaylen Brown, c'est le premier exemple qui vient tout de suite à l'esprit. Mais en fait, le problème, c'est que quand il y a des grosses communautés, justement, on sait que les Celtics ont une forte communauté de fans et du coup, il y a beaucoup de bruit autour des Celtics. Le supporter a quand même voit beaucoup de choses, voit beaucoup de matchs, voit donc d'autant plus les défauts et les prend encore plus en considération. C'est-à-dire que c'est facile de voir un peu plus les problèmes que tu peux avoir dans ton joueur. Et du coup, si tu ne vas pas là où tu veux que ton équipe aille, la deuxième option, disons que la première, elle est épargnée parce que sans elle, tu ne peux pas être aussi fort de toute manière. Donc même si elle a des défauts, c'est ton meilleur joueur, c'est ta première option. Donc tu l'épargnes parce que pour l'instant, c'est ton plafond. À part si tu as une équipe, à part si tu as à part si tu as un joueur qui est pas assez fort pour être première option, si ta première option est une bonne première option, tu vas l'épargner quoi qu'il arrive, même si elle a des défauts. Alors que la deuxième, tout de suite, en fait, c'est la facilité de considérer que c'est le principal problème de l'équipe, parce que si on avait une meilleure deuxième option avec cette première option, bah, on serait meilleur. Mais du coup, on en oublie en fait le problème de ce que voient les fans, c'est d'oublier les qualités qu'ont ces joueurs. C'est-à-dire que les défauts, elles ont raison sur les défauts généralement qu'elles mettent en exergue, mais on en oublie un peu trop les qualités qu'ont ces joueurs. Je sais pas si j'ai été assez clair. J'ai essayé d'être politique un petit peu pour pas trop me fâcher aussi. Ah, t'as été très clair. Moi, j'ai observé en répertoriant les débats, j'ai observé que très souvent, c'est par rapport au profil et à la manière dont vont se compléter 1 et 2. C'est-à-dire que quand 1 et 2 sont plutôt justement dans un fit plutôt pur, parfait, on a tendance à moins blâmer B parce qu'on se dit, de toute façon, B peut pas faire ce que fait A. Donc, Jokic avec Jamal Murray, un joueur qui subit son lot de critiques aussi dans la fanbase des Nuggets, mais personne dira que s'il arrive quelque chose à Nikola Jokic, personne va se dire Jamal Murray va remplacer ça. Même chose si par exemple du côté des Bucks il se passe quelque chose, où on peut prendre beaucoup d'exemples comme ça. Là où pour moi le cas des Celtics c'est très symptomatique, c'est que d'un côté le joueur, parce que Jaylen Brown a sa part de responsabilité, et les supporters aussi attendent parfois que Jaylen Brown, si et ça n'a pas été encore trop le cas, quand il n'est pas là sur le terrain parce qu'il est sur le banc ou s'il est absent, Jason Tatum, vu que
par rapport à certains duos, ils se ressemblent plus même s'il y a des différences, hein, on est plus à même d'attendre que Jaylen Brown prenne une partie du jeu ou en tout cas assume des responsabilités similaires à Jason Tatum, même s'il peut pas le faire. Donc c'est là où, pour moi, dans ce genre de cas-là, se créent les critiques. Parce qu'en fait, on a tendance à se dire que il n'est pas capable de le remplacer, alors qu'on n'a pas identifié que c'est normal parce qu'il y a quand même une différence, même si moins grande que dans certains cas au niveau des compétences apportées. Moi aussi, je ne sais pas si j'ai été clair. Tom, la voix de la raison, vas-y. Bah, c'est là où on rentre encore dans le côté, tu vois, quand tu compares les deux, la notion d'overlap, enfin de compétences superposées pour Oui, faire un petit shout-out. Quand Tom a mis ça dans la trame, j'ai dit Tom, il faut que tu m'expliques le terme pour les auditeurs parce qu'autrement on va en perdre. Vas-y Tom. Pour du coup la notion de compétences superposées, si on prend par exemple, on va reprendre le duo Zion Ingram, c'est la création, ça va être la création de tir, voire même si on prend CJ McCollum, hein, ça va être la création de tir avec des zones qui sont à peu près aux mêmes endroits et au même spot du terrain, sur beaucoup dans le mi-distance et tout ça. Et si on prend la notion de scalabilité, du coup, le fait que les joueurs sont capables de bénéficier l'un de l'autre pour que la somme des compétences qu'ils apportent sur le terrain soit supérieure à 2. Que 1 et 1 ne fassent pas 2, que ça fasse, je sais pas moi, 2,5. Et ou dans d'autres cas, tu as 1 et 1, ça fait, je sais pas moi, 1,5, par exemple. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et comprend, tu vois, par exemple, les cas de Jaylen Brown et Jason Tatum. La problématique, c'est que quand Jason Tatum sort du terrain, Jaylen Brown doit reprendre le rôle de Jason Tatum et doit essayer de produire ce que produit Jason Tatum pour l'équipe, alors qu'il a des qualités qui sont totalement différentes. Donc lui, encore une fois, quand tu es en difficulté, tu vas te remettre à tes instincts, alors que les instincts primaires, entre guillemets, de Jaylen Brown, ça va être d'essayer de scorer. Pas de chercher des décalages, même s'il y a eu quelques progressions, notamment avec l'arrivée de Porzingis, où voilà, Porzingis est tellement grand qu'il est dur à rater. Donc du coup, ça facilite aussi les lectures pour Jaylen Brown, et le contexte dans lequel tu es mis est aussi meilleur. Sachant que l'équipe, elle est constituée pour que ta première option fonctionne, pas pour que la deuxième option fonctionne forcément. Donc tu peux te retrouver avec des configurations qui sont un peu similaires, mais comme les joueurs ont des qualités différentes, tu auras des résultats qui seront aussi différents. Et là où tu as, par exemple, la notion de scalabilité, où tu peux avoir, par exemple, la deuxième option qui est vue peut-être plus belle qu'elle ne l'est vraiment. Moi, c'est un exemple frappant. Ça va être, par exemple, le cas John Wall, Bradley Beal. À un moment donné, Bradley Beal était vu comme la seconde option ultime, mais comme John Wall dans la hiérarchie et le classement des premières options, ben c'était pas le plus clinquant. Quand il y avait un problème, ben c'était John Wall le problème. C'était pas Bradley Beal. Et du coup, c'est un joueur qui était difficile à blâmer puisqu'il il avait toutes les compétences recherchées chez un numéro 2. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand John Wall n'est plus là, il n'y a plus de personnes pour faire la notion, la partie création de tir. Il est passé en première option et on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça en fait pour lui d'être la première option. Ça rejoint beaucoup ce qu'avait dit Podcast Pi, Paul George, qui avait dit un jour tout simplement que lui avait eu ce recul-là et cette prise de conscience quand il est arrivé au KC qu'en réalité c'était une seconde option en fait. Et c'est peut-être l'autre axe, peut-être à l'extrême, il y a ce cas où la seconde option va être un peu trop valorisée par les fans, du coup, parce que elle est très propre dans son rôle, et c'est le cas de Bradley Beal, en fait, Tom, que tu viens d'illustrer, sauf que, et là, vous savez où je vais aller, les gars, on sait tous que je vais aller du côté de la Floride, où, en fait, Paolo Banchero, il est, en tant que première option, amené à faire des choses qui sont difficiles de 1 et qui nuisent à son efficacité, par exemple. On peut citer aussi Anthony Edwards. Je ne prends pas ces deux exemples-là de manière innocente, parce que c'est deux joueurs qui peuvent être critiqués par une partie des observateurs NBA qui vont leur reprocher peut-être la manière dont ils jouent, leur manque d'efficacité. Sauf qu'en fait,
cette stat n'existe pas, mais les shoots casse-croûte en fin de possession parce que les joueurs adverses n'ont pas fait les décalages, ce sont eux qui vont les prendre. Et ils sont amenés, je sais pas, je pense à la fin du match contre le Heat récemment que j'ai vu, c'est Paolo Banchero qui doit faire tous les décalages en fin de match dans une fin de match serrée. Ce sont des choses qui seront moins rémunérées que des actions que créera la seconde option. Donc faut pas tomber dans les deux extrêmes, c'est-à-dire à trop la critiquer mais à trop la survaloriser parce que le pas à faire entre la deuxième et la première, c'est très rare de réussir à faire ce pas-là. Après, à la décharge, entre guillemets, de Franz Wagner, il est blessé. Donc, pour l'instant, bon, là, c'est normal que, voilà, qu'il y ait une grosse partie des responsabilités offensives. Mais c'est intéressant que t'aies mentionné, du coup, Anthony Edwards. Parce qu'on sait que nous, on a un débat en interne sur la valeur d'Anthony Edwards et il y a les flashs, ok, mais même si c'est un joueur qui est pas forcément hyper efficace par rapport à la moyenne, c'est un joueur qui est amené à avoir une sélection de tirs tellement compliquée. Alors parfois il se l'inflige lui-même, mais la sélection de tirs est tellement compliquée que il faut que c'est soit lui il prend ce tir-là, ou soit personne ne prend de tir en fait. Vas-y Amine. Ça, c'est la prise de responsabilité qui est pas assez prise en compte, justement. Le fait de prendre la responsabilité justement de tirs très difficiles. C'est pas pareil d'être ultra efficace sur tes spots, ce que tu sais faire justement, que de prendre des responsabilités pour toute l'équipe au moment où personne d'autre ne la prendra justement. Et puis il y a même aussi une histoire aussi pour certains jeunes joueurs, là je pense, de développement. C'est-à-dire il y a des choses que tu as envie de faire parce que tu sais que plus tu vas le faire, mieux tu vas savoir le faire et qu'à un moment donné, tu dois apprendre ces choses. Effectivement, si tu as envie que Paolo Banchero soit ta deuxième ou ta troisième option, tu n'es pas obligé de lui faire tout ce qu'il fait actuellement. Mais si tu as envie de miser sur lui et que tu vois le potentiel, parce qu'on est plusieurs aussi à voir quand même le potentiel de Paolo Banchero qui pourrait atteindre ce niveau, tu as envie de le développer dans beaucoup d'arcs, beaucoup de situations différentes et qui sache faire beaucoup de choses. Parce que tu sais que ton destin en tant que peut-être future bonne équipe passe par lui en fait en tant que première option. Donc il y a de ça. Je pense que aussi il faut pas mettre de côté à quel point les joueurs sont réceptifs à ça. Les joueurs sont extrêmement réceptifs aux mecs qui se cachent pas, aux mecs qui prennent leurs responsabilités. C'est quelque chose dans toutes les interviews qu'ils disent et dans tous les témoignages où c'est parfois il y a un peu un acte un peu performatif de le faire. C'est-à-dire qu'en gros, prouver que tu es capable de le faire ou en tout cas que tu n'as pas peur de le faire, ça a un vrai impact en fait, qui là est difficile à mesurer statistiquement, mais moi quand je parle comme ça, je pense forcément à Russell Westbrook qui est extrêmement critiqué sur les décisions, mais les mecs dans les équipes de Russell Westbrook savent que Westbrook aura pas peur de faire, alors parfois il le fera peut-être mal, mais il aura jamais peur de prendre ses responsabilités là, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement qui est peut-être moins valorisé de notre point de vue à nous d'observateurs, mais qui est extrêmement dans un vestiaire NBA. Ça. Ouais, la différence Westbrook-Harden dont on avait parlé dans le podcast sur le clutch finalement, Ben. Et avec un Harden qui, par exemple, a eu cette image justement du joueur qui avait plus tendance à se cacher au moment où il fallait vraiment prendre les responsabilités, alors que c'était clairement lui qui devait les prendre. Ça c'est vraiment... Alors, je sors légèrement du débat, c'est assez intéressant de voir à quel point cette notion de prise de responsabilité, de ne pas s'enfuir, elle va être, selon la manière dont les observateurs NBA vont observer la NBA, je dirais que dans une frange très analytique, parfois, elle est beaucoup moins prise en considération parce que c'est beaucoup moins quantifiable, ça, le fait d'obtenir la confiance de ses coéquipiers ou d'avoir cette confiance-là en toi. C'est beaucoup moins quantifiable, donc c'est beaucoup moins mis en avant, mais il y a un truc qui existe quand même. C'est difficilement, selon moi, on peut pas faire croire qu'il n'y a pas un truc de confiance et de hiérarchisation qui se passe par rapport à la capacité du mec à prendre ses responsabilités là. C'est un truc qu'on peut pas quantifier nous, mais je pense que les vestiaires NBA, ils en ont conscience. Puis comme tu l'as dit, à l'image aux yeux du public, plus tu prends tes responsabilités, plus tu vas rater. Tu vas réussir des fois, mais plus tu vas les prendre, plus tu vas rater. C'est forcément le cas, à moins que tu sois un extraterrestre. Et du coup, quand tu rates, on retient que tu as raté, pas que tu as pris ta responsabilité. Totalement. On retient trop que tu as raté, en tout cas.
Tom, je sais que tu avais aussi envie de parler de la vision qu'ont les fans d'une équipe et la vision extérieure. Et on l'a peut-être déjà un petit peu fait là. Qu'est-ce que tu avais derrière cette idée? Est-ce que c'est toi qui l'as mis, Tom, ou est-ce que c'est Amine? Je ne sais plus. C'est toi, Tom, vas-y. Non, c'est bien moi. Tu vois, si on peut, par exemple, si on vient on revient par exemple sur le cas de Jaylen Brown, où, tu vois, par exemple, la fanbase des Celtics, enfin, une partie de la fanbase des Celtics, pardon, est très dure avec lui. Là où, si tu prends les 29 autres franchises, si tu leur dis, est-ce que vous voulez bien de Jaylen Brown, oui, oui, il y en a. Alors oui, tu me diras que depuis depuis la signature du contrat, les gens le voient de façon différente, même si le contrat n'est pas encore rentré en vigueur, ce sera l'été prochain. Mais effectivement, il y avait une période où Jaylen Brown était le joueur, entre guillemets, la deuxième option rêvée par une bonne partie des équipes NBA qui étaient en train de se construire, qui recherchaient du coup un joueur avec, on va dire, un bon ailier assez jeune qui a des capacités de scoring et qui pouvait potentiellement défendre à un moment donné. Et là où les Celtics restaient sur le côté que voilà, il n'est pas assez bon. Certains fans des Celtics, qu'il n'est pas assez bon par rapport du coup au numéro 1 qu'ils ont eux dans leur effectif, quoi. Donc il peut y avoir cette notion où tu as un joueur entre les mains que toutes les franchises t'envient, mais tu restes quand même, on va dire, un peu froid sur le joueur parce que tu connais les limites et que dans ton contexte, tu pourrais avoir mieux. Et c'est là où ce qui détermine en fait le 2, c'est le 1 parfois. Amine. On en avait beaucoup parlé dans le podcast justement sur le duo Jaylen Brown, Jason Tatum avec Azad, qu'on salue, qui est du coup un fan des Celtics, qui aime bien Jaylen Brown, on va dire ça comme ça. Mais c'est Mark Cannon. C'est pour ça que quand on a posé cette question sur Twitter par rapport à la définition qu'avaient certains auditeurs de la deuxième option, on a eu quelques réponses par rapport au portrait robot de la deuxième option. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est le portrait robot de la première qu'il faut faire d'abord, et c'est la première sur laquelle découle la deuxième, et c'est peut-être ça du coup que les fans, peut-être qu'une partie de certains fans de certaines franchises ne comprennent pas, c'est que si in fine ton deuxième joueur est bon, mais qui colle pas avec ton premier, ton problème c'est le premier et le deuxième, c'est pas que le deuxième en fait. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe entre les deux. Pas forcément l'un, pas forcément l'autre, c'est ce qui se passe entre les deux. En vrai. Je sais pas comment tu peux repartir, Amine, j'ai beaucoup parlé. Vas-y. Non, mais je pensais à un truc, c'est que, on l'a souvent dit, c'est que il y a aussi, quand tu es une très grosse équipe et que tu as de la marge et tout, tu peux construire de manière idéale, justement avec ta première, ta deuxième, ta troisième. Mais la plupart du temps, tes choix, tu les fais parce que c'est soit tu as bien drafté. Je pense à l'exemple des Cavs, qui me paraît être un bon exemple. C'est que tu as bien drafté. Tu t'es retrouvé avec Garland, tu t'es retrouvé ensuite avec Mobley, tu es content. Et tu sais qu'il te faut un autre joueur très fort. Et en fait, au moment où tu veux le faire, au moment où tu as envie d'avancer, tu n'as pas 36 millions de choix en fait sur le marché. Et tu as Donovan Mitchell qui se présente. Et même si ça te pose un problème d'avoir Donovan Mitchell et Darius Garland dans ton bas de courte, comment tu fais? Tu attends indéfiniment qu'arrive la grande star. Est-ce que, ouais, voilà, et qu'il veuille venir dans ton équipe aussi, parce qu'on oublie souvent ça. Donc, en fait, oui, t'as la deuxième option, elle se définit à partir de la première, mais des fois, t'as pas le choix que de faire des associations un peu contre nature, en tout cas. D'où l'idéal de tout drafter, parce que du coup, je pense que dans l'inconscient collectif, on se dit qu'on a plus de marge de manœuvre sur ce qu'on choisit. Sauf qu'encore une fois, il est bon de dire que c'est un modèle qui est un peu fantasmé, c'est-à-dire que drafter les 3 premières options ou les 2, ça passe, les 3, c'est extrêmement difficile, et ne prenons pas ce qui s'est passé du côté de Golden State comme une règle infaillible. Tom, peut-être OKC bientôt. On salue Constant. Il va dire qu'on l'a. Voilà. Ou Memphis. S'ils perdent 2 matchs, Constant va dire, et voilà, vous m'avez porté malheur, etc. On retire tout ce qu'on a dit. C'est une mauvaise équipe. OKC. Écoutez notre podcast de la semaine dernière. Du coup, Tom, je sais, et Amine a parlé un peu des Cavs. Tu voulais faire un petit point Cavs sur cette fin de podcast. On a déjà un petit peu parlé par rapport à Darius Garland, dont en fait, à la fois l'importance, la place dans le projet et le statut en termes d'options a beaucoup évolué ces dernières années. C'est ça, puisque Darius Garland, quand il arrive aux Cavs, il arrive dans un projet où il y a déjà Colin Sexton, et les Cavs le draftent parce qu'ils pensent
enfin, ils ont eu raison, hein, pour moi, ils ont eu raison, même si j'aime beaucoup Colin Sexton, mais ils ont eu raison puisque c'est devenu le guard de la franchise, entre guillemets. Quand il est drafté, ça devient la nouvelle première pièce du projet. Ce qui se passe ensuite, c'est que il y a une petite cohabitation, un petit temps de cohabitation avec Colin Sexton, et il y a un moment où Colin Sexton se blesse. Du coup, Darius Garland, je crois que c'est sa troisième saison, La troisième. devient All-Star ou enfin il C'est la arrive première de Mobley. Ouais, c'est ça. Il arrive à avoir beaucoup de volume, beaucoup de propreté, et il arrive à être très efficace, alors que Cleveland manque globalement de guard play, où ils étaient je crois ils étaient allés chercher même Caris LeVert à l'époque, parce qu'il y avait vraiment un gros manque de guard play de mémoire. Et du coup, il a prouvé à certains moments qu'il pouvait être un numéro 1 solide. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a l'arrivée du coup d'Evan Mobley, qui a un skill set qui, lui, on va dire, qui a le skill set un peu fantasmé, et du coup, qui est comparé à la draft à un joueur comme Tim Duncan. Donc du coup, d'un point de vue notion de plafond, tu te dis, ah ben c'est peut-être le joueur sur lequel on va construire. Et dans le même temps, t'as l'arrivée de Donovan Mitchell, qui au réel est un meilleur joueur que Darius Garland, enfin qui a d'un point de vue niveau et d'un point de vue échiquier de la ligue, c'est un meilleur joueur. Et en fait, le truc avec Garland, c'est que sur 3 ans, il a oscillé entre être la première option, repasser deuxième, alors que repasser deuxième est parfois vu comme la troisième. Et en même temps, quand tu prends dans l'importance à court terme, c'est le deuxième. Mais dans l'importance à long terme, c'est aussi le deuxième, sauf qu'il y a un autre joueur devant lui à chaque fois. Et c'est ça qui est, et sachant qu'il a été drafté, quoi. Donc c'est assez marrant le cas de Darius Garland. Et ça aussi, comment dire, c'est à mettre en parallèle avec son skill set, du coup, où c'est un joueur qui est très adaptable par rapport à ses capacités sur le terrain, quoi. Oui. Donc plus tu es adaptable dans tes capacités sur le terrain, ben plus ton importance peut fluctuer dans le projet, et tu peux voir des joueurs te dépasser ou rester derrière toi, et toi pas forcément bouger, quoi. Et le cas Garland est d'autant plus intéressant, je pense qu'en plus, d'un point de vue terrain, on l'a déjà dit, mais tu peux défendre le fait que ce soit le joueur le plus important terrain actuellement pour les Cavs, ou en tout cas il est pas loin, dans une notion d'option offensivement, parce que je pense que défensivement il n'y a pas trop de débat, et globalement si tu ajoutes l'un à l'autre, il y a débat. Parce que genre tu peux défendre le fait que le joueur le plus important c'est Mitchell au global, Garland en attaque, Mobley en défense, genre c'est un débat, c'est un truc que tu peux dire, ce qui a aucun sens en fait en soi, parce que du coup ça complique encore la notion, mais les Cavs sont un excellent exemple dans ce sens-là. Et donc du coup c'est là où, je sais Amine, tu voulais peut-être en parler de ça aussi, des joueurs dont le rôle fluctue avec le temps, c'est-à-dire passer de 1 à 2, de 1 à 2, je sais plus lequel des deux a mis ça dans la trame, on devrait mettre les noms des fois, c'est peut-être je pense que c'est Tom. Mais je peux en parler. Vas-y Amine, parce que en cela, du coup, je te laisse réfléchir un peu. Paul George est un excellent exemple, parce que Paul George a un peu fait une croix sur le statut de première option depuis qu'il est arrivé à OKC. Oui, et je trouve que justement c'est un exemple qui fonctionne un petit peu avec ce que disait Tom sur Garland, c'est-à-dire que c'est un joueur très adaptable, Paul George. C'est un joueur qui est capable de prendre plus de responsabilités s'il le faut, on l'a déjà vu, et qui est aussi capable de jouer énormément off-ball, de prendre moins de responsabilités et d'être deuxième ou même troisième option s'il le faut. Et c'est pour ça que justement on a souvent considéré Paul George comme la deuxième option fantasmée, celui qui fait rêver toutes les équipes, parce que quand ton numéro 1 sera pas là, il prendra les choses en main. Ce qu'on demandait justement à un joueur tout à l'heure. Et quand elle sera sur le terrain avec lui, il restera dans son rôle, il le fera bien. Je pense que ce qui a été le plus problématique aux Clippers, on fantasmait sur ça aux Clippers, c'est que déjà 2 joueurs un petit peu dans le même rôle, et en plus beaucoup de l'absence de guard play principal et les blessures, ça fait que ça n'a pas si bien marché que ça. Mais on voit aujourd'hui, et on l'a déjà vu par séquence par le passé, avant même que le guard arrive, que dans un monde parfait ça aurait dû marcher, parce que il y avait quelque chose qui
qui avait beaucoup plus d'alchimie. Là, en l'occurrence, si tu considères le duo Paul George-Kawhi, tu étais sûr d'avoir un 48 minutes de haute qualité à l'aile parce que tu avais ces deux joueurs, que ce soit au niveau offensif, au niveau défensif, c'était hallucinant. Du coup, oui, ces joueurs qui changent avec le temps. Parfois, on voit par exemple aujourd'hui James Harden reculer d'année en année son rôle dans les équipes et qui le fait plutôt bien, alors que c'était un joueur très dominant en première option du côté d'Houston, donc qui s'adapte quand même plutôt bien. La chance peut-être, c'est d'avoir dans son skill set toujours cette création pour les autres qu'il a toujours eu et qui peut mettre un peu plus en avant aujourd'hui en faisant reculer son usage et son importance au niveau du scoring. Donc, tout dépend un petit peu de ça dans le fait de changer de rôle en cours de carrière. Pour ce qui est des fins de carrière, très souvent, on a plus souvent des joueurs qui sont en première option qui finissent par être des role players. On a peut-être quelque chose d'un peu plus brutal pour ces joueurs et parfois ils ont même du mal à l'accepter. C'est parfois difficile de passer d'être le joueur le plus important offensivement de ton équipe à un joueur moins important. Est-ce que c'est une question d'ego, ça? Tom, va où tu veux, mais est-ce que... Je pense pas forcément d'ego. Je pense que parfois tu as du mal à accepter que tu vieillis et puis tu te sens toujours capable de faire des choses. Puisque ça ressemble beaucoup à la l'ego, vieillesse. Quand même. Mais oui, vas-y. Toi. Non, mais tu vois, en vrai, tu vois, non, c'est-à-dire qu'avec la vieillesse, globalement, de ce que j'ai pu observer, puisque j'ai pas été sportif de très haut niveau, mais de ce que j'ai pu observer des joueurs NBA, les les 4 facteurs qui bougent beaucoup quand tu vieillis, c'est tout ce que tu dois faire en amont pour être à ton pic, la fréquence avec laquelle tu peux atteindre ton pic, la hauteur de ton pic et dans quel état tu es après avoir atteint ton pic. Parce que t'as pas la même capacité à pouvoir répéter les pics performances comme ça. Donc ça, c'est des choses qui vont varier et la routine que tu auras, par exemple, quand tu seras dans ton prime, si tu gardes la même routine quand tu as passé ton prime, tu seras beaucoup plus emprunté physiquement et tu ne pourras pas forcément tout assumer, ce qui va aussi baisser ton niveau et ta capacité à répéter les efforts. Moi, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est par exemple les cas où tu changes de rôle dans le projet sans changer l'équipe. Par exemple, le cas de Karl Anthony Towns, qui au début de sa carrière, il y avait un petit débat avec potentiellement Andrew Wiggins et Zach LaVine. Ensuite, on lui a ramené Jimmy Butler. Jimmy Butler est parti. Il s'est retrouvé du coup propulsé entre guillemets en tête du projet. Et ensuite, il y a Anthony Edwards qui arrive. Donc, tu vois, lui, encore une fois, c'est assez particulier. C'est assez particulier. On parlait de Garland tout à l'heure, mais lui aussi, c'est assez particulier. D'ailleurs, on lui avait ramené aussi D'Angelo Russell à un moment donné parce qu'il avait demandé. Mais c'est aussi assez particulier où, alors qu'il est resté dans la même équipe toute sa carrière, il a vu du coup son rôle, ou du moins son importance en termes d'options, évoluer à travers le temps. Mais ça, c'est parce que je pense... Alors, le cas Towns est un peu différent. C'est les playoffs NFL actuellement, donc faisons une petite... on le fait dans tous les épisodes. Je le fais dans tous les épisodes. Il y a cette notion de quarterback passerelle. Ils disent bridge, on va le traduire comme ça. En gros, si parmi les 32 équipes, si on identifie quarterback au franchise player, cher faire de NFL, je sais que c'est une mauvaise comparaison, mais je fais ça pour le bien de la plèbe. Du coup, si on identifie quarterback au franchise player, si ton franchise player dans la hiérarchie globale, il est sur 30, si on ramène à la NBA, s'il est entre 20 et 30, tu sais que t'es mort. Donc en fait, les joueurs qui évoluent en termes d'options, c'est parce qu'on sait in fine que Towns et peut-être Garland qui a beaucoup bougé, ne seront pas où on a du mal à les imaginer comme les options 1 dominantes qui seraient top 8 des H20 en fait. Parce que je pense qu'il y a moins de questions de bascule en termes de rôle et d'options quand le joueur, tu entrevois cette possibilité-là. Parce qu'en soi, tu te dis que si tu l'entrevois, il vaut mieux essayer de la cultiver plutôt que de ramener un autre joueur qui va entraver ce développement-là. Donc pour moi, les joueurs qui changent beaucoup d'options, c'est soit un joueur sur le tard dont on découvre des capacités insoupçonnées, je pense à Jalen Brunson, qui en fait évolue parce qu'en fait tu te dis, ouais, en fait il est plus fort que prévu. Soit c'est un joueur où il est numéro 1 par défaut, mais tu sais que idéalement il faut que tu chopes quelqu'un d'autre. Ouais, après, tu as la notion de pyramide, par exemple, si on prend l'exemple de Pascal Siakam, qui, au fur et à mesure, tu vois, il a monté, il a gravi, 4e, 3e, 2e, et puis après, 1er, puis il redescend petit à petit dans la hiérarchie, sans pour autant changer d'équipe, tu vois. Puis ça, c'est aussi le génie de Masai. Mais vas-y.
Je pense qu'il y a aussi une affaire de compétences finalement là-dedans. C'est-à-dire que, pas de compétences en termes de qualité, mais en termes de tout ce que tu sais faire justement pour être la première option. S'il y a quand même, on a presque l'impression qu'à un moment donné dans le projet, c'était une première option par défaut plus qu'autre chose. Et même lui, je pense que ça n'a pas forcément joué en sa faveur pour les yeux du public, parce que c'est un très très Ouais. bon joueur, mais le fait d'être première option, on a l'impression que c'est pas assez un bon joueur par rapport à ce que la franchise attend de lui, par rapport à tout ça. Et du coup, ça a eu un effet négatif sur l'image qu'ont eu les autres de lui. Et justement, du coup, en termes de compétences, parfois, c'est mieux d'être une bonne deuxième option que d'être une mauvaise première. Et je pense que, par exemple, Town, cette année, c'est bon pour lui d'être dans ce rôle un peu de deuxième option offensive parce que on voit moins ses limites en tant que première option. Il y a de ça. Il y a la capacité à être bon dans ton rôle, en fait. Et il y a parfois cette idée que est fausse, mais qui est, je pense, assez répandue, qu'une bonne deuxième option peut peut-être basculer vers une première. Mais l'exemple qu'a pris Tom avec Siakam est très intéressant. C'est que parfois, bah non, en fait. Il y a un moment, il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison. Si le mec était 4 à un moment, 2, 3, 1, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que les parcours à la Jimmy Butler sont des exceptions et pas des règles, en fait, parce que continuer à évoluer dans la hiérarchie petit à petit, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est difficile de passer de 4 à 3 à 2 à 1. C'est des choses qui sont pas amenées à faire pour tout le monde. Terminons, les gars, en ce n'est pas un mot, il est tard. Du coup, en appelant peut-être à la prudence. C'est un phénomène, je pense qu'on va tous mettre en avant. Il y a beaucoup de on-off qui sont de plus en plus utilisés en termes de stats et le on-off ne permet peut-être pas de juger qui est une bonne ou une mauvaise seconde option. Deuxième option, moi, ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est que j'ai l'impression que le on-off, en particulier chez les équipes dominantes, il y a un truc qui est pas compris parfois, c'est que, bah, en fait, les deux joueurs, ils vont être ensemble. Quand ça va compter, ils vont être ensemble sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai été voir les stats en playoff, notamment, j'ai regardé les Celtics, les Suns et les Nuggets l'année dernière. Selon les équipes, ça varie, mais le moment où tes deux premières options sont ensemble, en général, ils sont ensemble sur un setting playoff. 60-70% du temps, ils sont sur le terrain tous les deux. Et dans les moments où ça compte, ils sont ensemble. Donc, première chose, c'est peut-être pas très bien de juger on-off. Et deuxième chose, et c'est là où on va peut-être s'arrêter pour terminer, les équipes sont pas construites pour la seconde option. C'est ça, Tom? C'est ça. Les équipes sont construites pour la première option. Et en fait, encore une fois, tu vois, on y revient. Hein. On en parle souvent en playoff. Les minutes sans LeBron James, les minutes sans Jokic, les minutes sans Tatum. Voilà, les minutes sans la star numéro 1. Il faut un plan pour pouvoir garder l'équipe à flot. Et tu vois, par exemple, il y a deux équipes, tu vois, il y a deux équipes un peu comme ça qui me viennent, qui sont pas encore au niveau des équipes dont on a parlé, mais par exemple les Rockets et les Rockets et les Kings, qui sont pour moi un peu, c'est la même pièce, mais c'est deux phases différentes, où tu as la version avec du coup grosse défense, avec un joueur qui peut mettre des tirs, enfin qui permet de garder l'attaque à flot. Et dans l'autre équipe, de l'autre côté, tu as une grosse attaque, mais le joueur qui, on va dire, au centre de cette grosse attaque-là, a des limitations défensives qui t'amènent un plafond. Et en fait, c'est un truc où, par exemple, quand on prend Şengün du côté des Rockets, alors oui, il aura des on-off offensifs qui sont très bons, parce que quand lui n'est pas sur le terrain, il est remplacé par Tari Eason, il est remplacé par Jeff Green, ou des... on voit déjà la différence en termes et là c'est ta défense en fait. Là tu cherches juste à pouvoir garder un équilibre défensif, parce qu'offensivement tu pourras pas tenir sans lui. Et de l'autre côté, tu vas avoir par exemple le cas Sabonis. Mais Sabonis, en fait, quand par exemple lui il sort du terrain, alors oui, il est remplacé par un joueur qui est moins bon offensivement, mais généralement il y a beaucoup de minutes où tu vas avoir du Malik Monk, des choses comme ça, des joueurs qui sont plutôt offensifs du coup, qui vont permettre de garder cet équilibre offensif tout en jouant différemment, voilà, de stabiliser tout en jouant différemment. Et je trouve que malheureusement
pour les deuxièmes options, pour moi, alors, je dirais pas que c'est malhonnête, mais c'est pas c'est dur de les comparer sans arrêt à la première parce que tout simplement, ce sont pas les mêmes niveaux de joueurs. Ce sont pas les mêmes niveaux de joueurs. Et Oui. Vas-y, Amine. Oui, et puis c'est pas. En fait, c'est dans beaucoup de statistiques, il y a beaucoup d'angles morts finalement, et il faut faire très attention à tous ces angles morts. Il n'y a rien qui dit aussi quel type d'adversaire affronte la première et la deuxième option sur les on, sur les off. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a sur beaucoup de statistiques finalement, il y a des angles morts. C'est comme le plus-minus, ça en dit plus finalement sur le backup que sur le joueur qui est dans la stat du plus-minus. Et du coup, les on-off, ça pose cette question. Et comme l'a dit Tom, de toute manière, on ne demande pas la même chose à la première et à la deuxième. C'est peut-être le plus important qu'il faut retenir de ça, c'est que les comparer les deux en on-off, c'est presque injuste envers l'un comme envers l'autre. Ça peut être à l'avantage de l'un comme ça peut être à l'avantage de l'autre, parce qu'on ne demande pas la même chose à l'un et à l'autre. C'est là où il y a très souvent les secondes options qui sont un peu plus dans le playmaking, sont très souvent trop, je trouve, valorisées parce que, oui, elles vont faire leur playmaking contre des remplaçants parfois. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il fait des différences, crée des différences, oui, mais du coup, cette notion-là, il profite de ce playmaking-là face à des adversaires de moins bon niveau, là où sur des phases, des séquences plus difficiles de fin de match, peut-être de play-off, eh bien, ce playmaking sera pas face à des remplaçants, première chose. Deuxième chose, les décisions difficiles à prendre, ça sera la première option qui sera confrontée à ça. Donc c'est aussi l'avantage que peut subir parfois les secondes options qui sont un petit peu trop rêvées. Eh bien, messieurs, on a bientôt à l'heure, on a passé l'heure et quart, alors ça dépend. Il y aura des coupes au montage, donc on sera peut-être à 1h10 ou 1h12, 1h13, on sait pas trop. Est-ce qu'il y a un dernier point? Allez, Tom, vas-y, je sens que tu as un truc à dire. Ouais, il y a des cas particuliers, je trouve que peut-être qu'on aurait pu, ou peut-être que ce serait peut-être intéressant d'en parler un peu. Tu vois, on en a parlé avec la notion de l'intérieur. Quand c'est un intérieur qui est dans la deuxième option, en fait, quand tu as un intérieur dans tes deux premières options, il faut que le mec il soit vraiment il soit à l'NBA, quoi. Malheureusement, quand tu regardes les exemples concrètement où il y a des intérieurs dans les deux premières options, tu vas avoir du Embiid, tu vas avoir du coup du Jokic, et ensuite tu vas avoir Eddie, quoi. Parce que Bam Adebayo n'a pas encore été All-NBA. Ouais. Giannis, quand même, c'est un big. Ouais. Oui. Mais tu vois, après c'est Sabonis. Mais on regarde le niveau auquel il faut être pour avoir une équipe cohérente. Ouais. C'est que des mecs dans notre premier grand tiers du DH20. Les 4 qui ont été cités. Ils sont tous dans le top 12. Parce qu'après, parmi les autres intérieurs qui ont déjà été à l'NBA, tu vas avoir Towns, Gobert. Mais là encore, on est un cran en dessous des joueurs qu'on a cités. Et après, tu arrives sur les Sabonis, Sengun et tout ça. Et moi, ça pose la question, par exemple, pour OKC, c'est Chet le meilleur joueur, et même Jaren Jackson, pour Memphis, c'est lui le deuxième meilleur joueur, par exemple. C'est Chet le deuxième meilleur joueur. À quel point, du coup, on revient sur la notion de, c'est ton numéro 1 qui définit jusqu'où tu peux aller avec ton numéro 2, quoi. Mais tu vois, tu poses la question sur Memphis, ça me paraît, est-ce que Jaren Jackson est ton deuxième meilleur joueur, peut-être? Est-ce que ça sera probablement jamais ta deuxième option offensive. Tu as déjà deux joueurs qui sont, tes deux premières options offensives. Chet, peut-être que ça se discute un peu plus, mais je pense qu'ils espèrent plus que ce soit chez Jalen Williams en termes d'options offensives. Je pense que tu n'as pas envie, ou alors tu as envie que ce soit justement les joueurs dont on a parlé, des All-NBA clairs et limite des là, on a cité il y en a 3 quand même qui sont des candidats au MVP tous les ans depuis 4 ans. Donc, on parle vraiment de l'élite. Quoi. Sinon, tu n'as pas forcément envie de donner autant de responsabilités à un pivot, à un intérieur en tout cas, s'il n'est pas à ce niveau-là. Après, est-ce que ça recoupe pas plutôt la discussion selon laquelle pour vraiment avoir une équipe élite, il faut en avoir 2 dans le top 20, quoi. C'est un peu ça, les gars, aussi, parce qu'en soi, oui, quand elle est deuxième option, mais tous les joueurs qu'on a cités sont des premières options. En fait, les joueurs, les Embiid, Jokic, Giannis sont des premières options. Le Cab.
On a oublié de citer Julius Randle qui a été All-NBA. Rappelons-le 2 fois. Tout a eu. Le Kabam est un peu plus particulier, mais je sais c'est bas du front, mais c'est peut-être qu'il faut juste avoir des très très bons joueurs. Mais effectivement, moi je pense que c'est plus spécifiquement Tom quand il est 2 que la question se pose. Quand il est 2, la question est beaucoup plus difficile parce que un intérieur deuxième option, bah c'est le AD de la bulle en fait. Il faut que Ouais, mais ça n'existe pas. Il y a pas. Ouais, Il y a pas ça. Il y a pas. C'est les intérieurs alors, c'est assez rare hein, dernièrement. Bah, le cas qui me frappe le plus là tout de suite, c'est en vraiment intérieur, comme on le pense de manière un peu à l'ancienne, c'est Sabonis finalement. Et Sabonis, en fait, le truc qui fait que ça peut à peu près fonctionner, mais jusqu'à où, c'est la vraie question, c'est qu'il y a un côté assumé du côté offensif. En fait, c'est là où tu choisis un petit peu ce que tu veux faire. Si tu joues un jeu extrêmement offensif avec Domantas Sabonis, où tu essaies forcément vraiment de marquer plus que l'autre, oui, pourquoi pas Domantas Sabonis en deuxième option. Ce qui est Parce que tu vois, les Kings, ils étaient partis sur un guard, et finalement, ils ont flip un peu le truc, et ils ont eu des résultats à court terme, et grand bien, enfin, on va pas revenir sur le trade puisque bon, ça a quand même bénéficié aussi à De'Aaron Fox qui a totalement changé de dimension depuis qu'il jouait avec Sabonis que je trouve un peu sous côté personnellement que je trouve un peu sous côté qui fait vraiment beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bien, et qui a un intérieur très dur, même si voilà, on peut dire ouais, c'est un esthète, il fait beaucoup de passes, c'est quelqu'un qui est très très dur, mais tu vois, il y a un plafond de verre. Oui, et on l'a déjà vu l'année dernière en playoff. C'est ça le parce qu'en fait, et c'est là où c'est ultra paradoxal, c'est que je pense que c'est l'association rêvée d'avoir un 2 pour un paquet de fans NBA parce qu'ils imaginent qu'en fait le 2 sera ton 1 en défense et du coup qui sera 2 en attaque, l'intérieur du coup, sauf que des exemples tangibles de ce genre d'association, il y en a très très peu parce que ça demande un paquet de compétences du côté du 2 intérieur qui sont folles. Il doit être capable de spacer, il doit être ultra dominant à l'intérieur, enfin c'est un paquet de compétences difficiles et du coup c'est intéressant de voir que oui, si ton intérieur est 2, je pense que ça pose des vraies problématiques et il faut une licorne, mais une vraie licorne. Pas une licornette comme il y en a quand on essaye de nous vendre. Il faut une vraie anomalie, clairement. Parce que tu vois, si on reste sur le cas d'Anthony Davis, quand LeBron James n'est pas là, tu vois, LeBron James n'était pas là, c'est pas Anthony Davis qui faisait les pick and roll. Hein. Exactement. C'est pas lui qui fait. Alors oui, il est plus impliqué, il touche plus la balle, mais il va rester dans son rôle de finisseur. Et du coup, ça te met aussi une pression sur le fameux troisième joueur. Ça permet d'ouvrir peut-être aussi sur la notion du fameux troisième joueur, que autant le niveau de ce qui va déterminer ton deuxième va être déterminé par ton premier, mais ce que tu peux attendre de ton troisième et la typologie de troisième dont tu as besoin va aussi être déterminée par le deuxième au final. Ce sont les cascades. Et c'est là-dessus qu'on va conclure. Parce qu'à chaque épisode où je suis pas là, ils disent que je mets la pression sur le chrono. Donc si on sort un épisode d'1h30, ils vont on risque de m'attaquer. Sachez, Serge l'auditeur, je suis obligé de le dire, je ne suis pas un maniaque du chrono. Je dis juste que il faut des fois qu'on soit un petit peu cohérent, mais là on l'a pas été trop. C'est stratégique. C'est stratégique, oui. C'est de la vision. C'est de la vision en fait, c'est-à-dire que si pas des FAQ à 2 d'1h40. C'est ça, c'est-à-dire que moi personnellement en tant que consommateur de podcast, si je vois un podcast dont les épisodes varient entre 45 minutes et 1h30, c'est déstabilisant en fait parfois. Donc voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé enregistrer ça. Je sais pas vous les gars, on espère que du côté des auditeurs auditrices, ça sera apprécié. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire de retour. On sait que ce qui a pu être dit est sujet à débat, donc n'hésitez pas à débattre avec nous, que ça soit personnellement. Alors je réponds pas à tout, je suis désolé, je suis en retard, mais je trouve parfois les commentaires YouTube beaucoup plus efficaces que Twitter là-dessus. Mais bon, c'est une question. C'est pas que pour le référencement, il y a pas de cynisme derrière ça. C'est juste que parfois ça permet de plus développer si on n'a pas la petite pastille bleue. Passons. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre donc sur YouTube, sur Twitter, mais également sur votre appli préférée de podcast. On a bientôt passé le mois de janvier, douloureux, très souvent un peu ennuyant pour ce qui est de la NBA. Donc, on s'approche de All-Star Game, on s'approche de la trade deadline, on s'approche du prochain 4K. Le programme va être très chargé. On va prendre un peu de repos. Merci Tom, merci Amine, merci de nous avoir écoutés
et à très vite pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Salut! Salut! Salut!